présenter les résultats de mon travail sur l'utilisation des pseudo-résidus pour la sélection d'un modèle à risque instantané multiplicatif ou additif. Donc, quand on fait de la survie, habituellement dans le domaine de la santé, de la médecine, on utilise très souvent le modèle de Cox, qui est un modèle à risque instantané multiplicatif, mais il existe aussi d'autres modèles qui sont moins utilisés, les modèles à risque instantané additif et ceux qui sont à la fois multiplicatifs et additifs. Donc le modèle de Cox qui est très connu, il a donc un effet multiplicatif des covariables sur le risque instantané donc de base, lambda 0 de t. Il a l'effet multiplicatif. Les avantages sont une souplesse donc de ce modèle, puisque le risque instantané de base, lambda 0 de t, il est donc non paramétrique. Et l'interprétation des résultats sous la forme de risque relatif est assez aisée. Donc il fait deux hypothèses principales, la proportionnalité des risques instantanés et la log linéarité. Donc quand ces deux hypothèses ne sont pas respectées, donc des extensions du modèle de Cox ont été développées et une autre approche aussi a été proposée quand cette hypothèse n'est pas respectée, l'hypothèse de proportionnalité, c'est une modélisation additive. Donc dans cette modélisation additive, le premier modèle proposé est le modèle de Allen, dans lequel donc le risque instantané donc, est la somme du risque instantané de base et donc de l'effet des covariables. Donc il a plusieurs avantages, il est encore plus souple que le modèle de Cox, puisque les fonctions alpha de t sont des fonctions non paramétriques. Donc il n'y a pas d'hypothèse sur la constance de l'effet au cours du temps, et non seulement il n'y a pas d'hypothèse, en plus, comme il est non paramétrique, il permet de décrire cet effet au cours du temps. Une seule hypothèse doit quand même être respectée, c'est l'hypothèse de linéarité. Et un peu plus tard, Lin a proposé un modèle un peu plus simple qui permet d'avoir un seul paramètre quand la fonction est constante au cours du temps. Et afin de pouvoir modéliser des variables qui ont à la fois un effet additif et à la fois un effet multiplicatif, il a été proposé donc un modèle de Cox-Allen avec certaines variables ayant un effet additif et d'autres multiplicatifs. Donc il y a de nombreux outils qui ont été proposés afin de modéliser correctement et de vérifier les hypothèses des modèles. Malheureusement, il n'existe pas d'approche permettant de sélectionner celui qui va le mieux s'adapter, s'ajuster aux données. Donc l'objectif de ce travail, c'était de développer une approche basée sur les pseudo-résidus, permettant donc de sélectionner le modèle qui s'ajuste le mieux pour une base de données particulière. Donc pour cela, on a utilisé des pseudo-résidus, en effet, qui sont eux-mêmes basés sur des pseudo-observations. Comme on a affaire à des données censurées en survie, on n'a pas pour chaque sujet donc le délai jusqu'à l'observation de l'événement d'intérêt. Et donc, on va utiliser une pseudo-observation qui est donc la différence, comme on l'a vu dans une présentation précédente, entre donc l'estimation de Kaplan-Meier et l'estimation de Kaplan-Meier soustrait de l'individu I de l'échantillon. Donc, ça permet de donner à chaque individu donc une valeur de pseudo-observation. Et avec celle-ci, on peut constituer un pseudo-résidu qui est donc la différence entre cette pseudo-observation et la survie estimée par un modèle, le modèle pour l'individu I. Donc le modèle soit additif, soit multiplicatif, soit simultanément multiplicatif et additif. Donc ces pseudo-résidus, ils représentent une distance entre une estimation donc non paramétrique et une estimation obtenue par un modèle. Et donc plus celle-ci va être petite, meilleur va être l'ajustement. Et donc on a proposé la somme des carrés de ces pseudo-résidus comme un critère de sélection du meilleur modèle.
Donc pour vérifier les propriétés de cette approche, on a réalisé une étude de simulation. On a commencé avec une seule variable qui avait donc été soit quantitative, soit qualitative binaire, et qui avait donc soit un effet multiplicatif, soit un effet additif. Puis on a regardé dans un deuxième temps l'effet de deux variables, donc une binaire et une quantitative, dans les 4 scénarios. Donc soit les deux variables avaient le même effet, enfin un effet simultanément multiplicatif, soit simultanément additif, soit additif pour la variable qualitative et multiplicatif pour la variable quantitative, soit l'inverse. Les données simulées ont été analysées. Donc avec une seule variable, on les a analysées avec 4 modèles différents. Donc un modèle de Cox simple, un modèle de Cox avec un effet linéaire dépendant du temps, un modèle de Lin et un modèle de Allen. Et on a donc comparé donc, la somme des carrés des pseudo-résidus en retenant le modèle qui a la plus petite somme de pseudo-résidus. Et quand on avait deux variables, donc on a utilisé les mêmes modèles que précédemment, et donc deux modèles de Cox-Allen. Donc celui qu'on a nommé de type 1 avec un effet donc, additif de la variable qualitative, et donc multiplicatif de la variable continue, et l'opposé pour le modèle de Cox-Allen de type 2. Donc les résultats, ceux que l'on a obtenus, sont représentés donc, sous la forme d'un histogramme de la différence des carrés des pseudo-résidus. Donc ici, la génération est donc multiplicative. On a une seule variable quantitative. Donc, on a donc calculé donc, la différence donc, de ces sommes de pseudo-résidus entre un modèle de Allen et un modèle de Cox. Donc, quand cette différence elle est supérieure à 0, c'est donc que c'est-à-dire que la somme des carrés des pseudo-résidus est donc plus petite avec Cox qu'avec Allen, et donc on va retenir le modèle de Cox, et quand elle est négative, on va donc retenir le modèle de Allen. Donc là, pour l'exemple, donc on voit que dans à peu près 70% des cas, on va retenir le modèle de Cox, donc ce qui correspond à la génération des données. Quand on génère de manière donc additive, on voit qu'on a dès que l'histogramme est décalé sur la gauche, et donc on va retenir à peu près le modèle de Allen dans à peu près 70% des cas. Donc les comparaisons 2 à 2 montrent que quand on compare donc, les 4 graphiques à gauche, donc quand on compare un modèle additif avec un modèle multiplicatif, eh bien on va retenir dans à peu près 70% des cas le modèle avec lequel on a généré les données. Quand on compare deux modèles multiplicatifs, donc le graphique en haut à droite, ou deux modèles additifs, le modèle en bas à droite, eh bien, les différences sont toutes petites et plutôt en faveur, quelle que soit la génération, du modèle le plus souple. Donc le modèle Cox dépendant du temps par rapport à Cox et Allen par rapport à Lin. Quand on génère une seule variable qualitative, eh bien là, on s'aperçoit que le modèle de Allen a de meilleures performances que le modèle de Cox dépendant du temps et le modèle de Lin, puisque donc dans quasiment tous les cas, il va être retenu, quel que soit donc le type de modélisation, qu'elle soit additive ou multiplicative. Et quand on compare le modèle de Lin et le modèle de Cox, donc au milieu en haut, à ce moment-là, on va retenir la plupart du temps le modèle de Cox quand la modélisation est multiplicative, et le modèle de Lin quand elle est additive. Donc ensuite, les résultats avec deux variables, eh bien, on montre que quand on compare un modèle additif et un modèle multiplicatif, eh bien c'est le modèle multiplicatif qui est retenu quand on modélise de manière multiplicative, donc ce qui est un résultat
attendu. En revanche, quand on modélise de manière additive, le modèle additif n'est retenu que dans à peu près 20% des cas. Et quand on compare les modèles de Cox avec ceux de Cox-Allen de type 1 et de type 2, donc on voit quand on compare le modèle de Allen avec le modèle de Cox-Allen de type 1 et de type 2, donc en bas à gauche, eh bien c'est toujours le modèle de Cox-Allen qui est retenu, tout comme quand on le compare avec le modèle de Cox. Et donc en bas à droite, le modèle de Cox-Allen de type 1 est plus souvent retenu que le modèle de Cox-Allen de type 2 quand la modélisation est de type Cox-Allen de type 1 et de vice-versa quand on est du Cox-Allen de type 2. Et pour résumer un peu ces résultats, donc j'ai mis donc la somme des carrés des pseudo-résidus en abscisse, et donc j'ai calculé la moyenne de ces carrés de pseudo-résidus. Donc la première ligne quand la génération est multiplicative, additive pour la seconde ligne, de type Cox-Allen de type 1 sur la troisième, et Cox-Allen de type 2 sur la quatrième. Donc on voit que globalement les modèles additifs et de type Cox-Allen ont des sommes très proches, quel que soit le type de génération, ce qui les distingue des modèles additifs qui ont des sommes beaucoup plus élevées quand on est notamment multiplicatif ou de type multiplicatif additif. En revanche, quand on est sur une génération additive, l'ensemble des 6 modèles sont très proches, donc avec des sommes qui sont très légèrement supérieures pour le modèle de Lin ou d'Allen. Donc cette somme des carrés des pseudo-résidus est une approche intéressante qui permet d'aider à la sélection du modèle le plus approprié et à l'avantage de pouvoir s'appliquer à tout modèle de survie. Donc quand on a une variable quantitative unique, on voit qu'on a des résultats qui permettent la sélection du modèle en se basant sur cette somme des carrés des pseudo-résidus. En revanche, quand on a une variable qualitative unique, c'est souvent le modèle de Allen qui est le plus souvent retenu. Et en fait, on peut montrer que ce modèle donc, a l'avantage d'être extrêmement proche des résultats de l'estimation de Kaplan-Meier. Et donc, il est presque toujours plus proche que l'estimation obtenue qu'un autre modèle, ce qui permet de montrer qu'il s'ajuste mieux aux données avec une variable qualitative unique. Et donc, il est dans ce cadre-là à privilégier. Quand on a deux variables, une qualitative et une quantitative, eh bien, on ne peut pas uniquement se baser sur cette somme des carrés des pseudo-résidus pour pouvoir sélectionner le modèle le plus adapté aux données, et que ce choix doit être guidé par cet écart entre les sommes obtenues avec différents modèles. Et donc, généralement, quand cette somme est la plus petite est obtenue par le modèle additif, c'est toujours le modèle additif qui doit être retenu, et quand c'est par un modèle multiplicatif, eh bien, il faut regarder l'écart entre les différentes sommes obtenues par les différents modèles pour pouvoir retenir le modèle le plus approprié. Donc c'est un outil d'aide à la sélection du modèle s'ajustant le mieux aux données. Et les perspectives de ce travail pourraient être l'étude de l'écart entre ces sommes des carrés, les pseudo-résidus, afin d'avoir une meilleure, d'affiner finalement sur l'interprétation de la valeur de cette métrique, et éventuellement de prendre en compte la complexité des modèles dans le calcul de ces sommes de carrés, les pseudo-résidus, afin de pouvoir pénaliser le modèle le plus complexe. Merci François.